Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Cécile. Avec Françoise de Gois autour de nous. Bonsoir Françoise de Gois. Coucou Bonsoir. les amis, je suis tellement contente de vous voir En vrai. vous, en vrai, Cécile, Philippe David, même un peu moins Bruno, mais bon. Voilà, c'est ça. Obligé de faire avec. Ça commence bien l'émission. Mais je blague. si vous l'attaquez comme ça, je pense qu'il va y avoir riposte. Bruno Pomar est avec nous et comme nous sommes des gens gentils, nous avons envie de vous faire plaisir les amis. Et ça nous rend heureux puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner un magnifique cadeau. Ah, c'est un beau cadeau Philippe David. Ah, magnifique. Ah oui. Vous le voudriez ce cadeau? Ah oui. Ah bah oui, mais malheureusement c'est pas pour nous. Votre on triche, on a le droit, là. lecteur de livres audio de la marque Prose. Prose, c'est le premier lecteur de livres audio simple, sans appli, sans écran, avec 20 000 livres disponibles. Et ça, c'est bien, surtout en période de vacances. Alors, c'est l'appareil idéal pour vous évader en écoutant vos auteurs préférés, loin des notifications et bien entendu, sans utiliser votre téléphone. Et ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, ce téléphone que vous avez mis de côté, bah, vous allez le reprendre, puisque vous allez taper un SMS au 7 20 18. Je répète, 7 20 18. Allez, et vous écrivez... Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Le 7, le 20 et le 18, il n'y a pas de numéro complémentaire. En revanche, et à sur Françoise, en revanche, sur le texto, vous écrivez Sud, S-U-D, au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire. Et bien entendu, il y aura un tirage au sort. Et j'espère sincèrement que vous qui me regardez, ben, ce sera peut-être vous. Voilà. Ou vous, je ne sais pas. En tout cas, l'un de vous va remporter ce joli cadeau et ça nous fera très plaisir. Allez, au sommaire de cette émission, après l'annonce de vouloir rendre visite à Nicolas Sarkozy, à la santé, Gérald Darmanin est montré du doigt par les syndicats de magistrats qui dénoncent, je cite, une confusion des rôles. Et on vous pose cette question. Gérald Darmanin veut rendre visite à Sarkozy en prison. C'est justifiable ou injustifiable? Eh bien, pour le moment, vous dites que c'est justifiable à 58% et donc injustifiable à 42%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je crois qu'en matière de confusion des rôles, certains magistrats qui n'ont pas hésité à appeler à battre Sarkozy ou qui ont mis des dizaines de personnes sur un mur des cons ne sont pas les mieux placés pour parler de confusion des rôles. Et puis la question du soir, la question de l'exécution provisoire est un débat légitime. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron au premier jour de cette incarcération de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2017. Et on vous pose cette question. Macron estime légitime le débat sur l'exécution provisoire. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Eh bien, vous êtes d'accord à 60%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et je vous le dis, lors de l'affaire Cahuzac, on voulait des têtes au bout des pics. On a voulu l'exécution provisoire pour laver plus blanc que blanc. Les politiques ont eu ce qu'ils ont voulu. Maintenant qu'ils assument leur choix, ou pas. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 20h et tout de suite, c'est la première partie de notre débat. J'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité. Évidemment, c'est mon rôle. Qui comprendrait que le garde des Sceaux ne s'inquiète pas de la détention d'un ancien président de la République, comme de n'importe quel autre détenu. Et donc mon rôle est évidemment de s'assurer de cette sécurité. Je suis le chef de cette administration. Nicolas Sarkozy est un détenu extrêmement sensible à l'administration pénitentiaire. Le travail de protection doit être important. Donc je remercie le travail sous l'autorité du procureur, de la procureure générale de Paris, le travail de l'administration pénitentiaire que nous sommes en train de terminer, de finaliser, pour que l'incarcération et le temps que passera Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé se garantissent sa totale sécurité. Les vraies voix Sud Radio. Et vous venez d'entendre le ministre de la Justice, 0826 300 300, donnez-nous votre avis. Et je vais commencer plutôt du côté police avec vous, Bruno Pomar, sur cette réflexion du garde des Sceaux. Ça tombe bien parce que j'aime bien Nicolas Sarkozy. J'aime bien Gérald Darmanin, mais je trouve que c'est normal que le ministre de la Justice aille s'enquérir, je dirais, des conditions de détention du Nicolas Sarkozy, de l'ancien président de la République. Je trouve ça tout à fait normal. Et à deux titres d'ailleurs, parce qu'il y a aussi évidemment un passé politique entre Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy, et je pense qu'il y a un côté humain aussi. On a le droit d'être humain, c'est pas parce qu'on est ministre ou député ou je ne sais quoi, de ne pas pouvoir en même temps apporter un petit peu de soutien à Nicolas Sarkozy, parce que c'est quand même une sacrée gifle que prend l'ancien président vis-à-vis de cette incarcération. Donc je pense que c'est important que le président de la République le fasse. Vous savez, on lui a reproché cet après-midi, j'ai écouté les socialistes, les écolos.
Parce qu'ils sont socialistes, les écolos, ou ils sont à gauche, François? Ils sont écolos, les écolos. Ils sont à gauche, mais ils ne sont pas socialistes. Arrêtez la gauche, c'est plein de nuances. Hein, ça oui, mais justement, c'est pour ça que c'est de gauche. C'est pour ça que c'est un peu le bordel. Et c'est vachement serein à droite. Hein. Oui, mais François, c'est un peu le bordel quand même. Ça y est, c'est parti. C'est super serein à droite. Non, mais vous pouvez donner des leçons vraiment de coolitude. Non, mais François, on parlait de la gauche. La droite, on peut dire pareil, vous avez tout à fait raison. Mais quoi qu'il en soit, oui, ce fameux député qui, évidemment, reprochait à Darmanin d'aller voir Nicolas Sarkozy en prison, mais il ne faut pas oublier quand même que de nombreux députés, en particulier les filles, sont allés voir quand même un terroriste qui s'appelle Ibrahim Abdallah. Donc il ferait mieux de la fermer les uns et les autres. Moi je suis un peu partagé, c'est-à-dire que je peux comprendre la démarche de Gérald Darmanin, mais on peut l'entendre pour tout ce que vous venez de dire, Bruno, je suis d'accord. Il y a aussi un problème de sécurité, parce que j'imagine que toute cette administration maintenant flippe à l'idée quand même qu'il arrive quoi que ce soit à Nicolas Sarkozy. Moi je ne suis La responsabilité est énorme. La responsabilité est énorme. Moi, je veux bien qu'il soit à l'isolement, il peut prendre sa douche dans sa cellule, il peut même cuisiner, il n'a pas à se mélanger avec les autres, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc déjà, j'espère que ça, c'est sécurisé, parce que alors, que Nicolas Sarkozy est en prison n'est pas un truc qui me gêne ou me gêne pas, c'est pas un jour de fête, pas plus que c'est un jour de deuil pour moi. Je suis assez neutre. Vous n'êtes pas comme la une de Libé qui a un véritable orgasme à l'idée de l'incarcération de Sarkozy. Non, arrêtez. Enfin, déjà, il faut arrêter d'être aussi vulgaire. Ah non, mais vous avez vu la une de Libé, mais elle est outrancière. Mais oui, mais si on prenait toutes les unes du groupe Bolloré, tout est outrancier. On est dans un temps outrancier. Donc moi, je n'ai pas envie, soyez outrancier si vous voulez, moi je ne suis pas outrancière, je m'en fous. Par contre, ce qui me gêne profondément, c'est l'arrière-pensée politique de Gérald Darmanin. Vous comprenez bien que Gérald Darmanin, il va d'une certaine manière, il continue, si vous voulez, sur sa lancée, son tracé de 2027. Il n'y a rien de chimiquement pur et sentimental dans le fait qu'il aille visiter Nicolas Sarkozy. Évidemment que Nicolas Sarkozy, son sort partage la droite, et Nicolas Sarkozy pèse encore sur l'électorat de droite parce que c'est le dernier qui a gagné, tout simplement. Après, il n'a jamais caché son attachement à Nicolas Sarkozy. C'est mon point de vue. C'est pas une amitié de 5 minutes. Je suis d'accord avec vous. Je pense que s'il voulait vraiment exprimer son amitié, je croirais à la sincérité de Gérald Darmanin s'il y allait tranquillement, sans caméra, sans l'annoncer. Il l'a annoncé hier matin sur France Inter. Hein. On a déjà fait ça. Mais non, mais écoutez, moi je dis. Sinon on va dire moi je crois vraiment, honnêtement. De toute façon, quoi qu'il fera, ce sera toujours un problème. Voilà. Non, je sais pas. Je m'en fiche un peu de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin était obligé de dire qu'il y allait parce que sinon, comme le disait Bruno, on aurait dit mais quel scandale, il va en 12, c'est honteux, etc. Bon, je pense que Gérald Darmanin, alors, que ce soit très clair, je ne connais pas Gérald Darmanin personnellement, donc on peut pas dire que je sois dans la Darmaniste. Oui, je ne le connais pas. Je pense qu'il va avoir l'intelligence d'aller visiter évidemment Nicolas Sarkozy pour voir ses conditions de détention, mais qu'il ira voir des autres prisonniers. Mais il l'a fait déjà. Mais il va le refaire. Il avait fait une dizaine de prisons depuis. Oui, mais là, il va aller spécifiquement à la santé. Pourquoi ? Pour ne pas être attaqué sur le fait qu'il n'y va que pour voir son ami Nicolas Sarkozy. Moi, je ne comprends pas que certains osent parler de mélange des genres. Désolé, ça va franchement un peu loin. Je trouve ça compliqué quand même. On a un président qui est condamné lourdement et il est garde des Sceaux. C'est limite. Dans un instant, puisque vous aurez la parole, bien entendu, vous l'avez tout le temps, 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez. Il veut rendre visite à Nicolas Sarkozy en prison. Est-ce que c'est justifiable pour vous, injustifiable ? Venez nous le dire. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir avec Françoise Degault aujourd'hui, Bruno Pomar, et on revient sur cette annonce de vouloir rendre visite à Nicolas Sarkozy, à la santé. Gérald Darmanin donc est montré du doigt par les syndicats de magistrats qui dénoncent une confusion des rôles, avec Roland qui est avec nous, qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonsoir, cher Roland. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors, est-ce que selon vous, c'est justifiable ou injustifiable ? Écoutez, Cécile de Ménibus, je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des abrutis. C'est bien sûr que c'est justifiable. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, est injusticiable comme un autre au point de vue du droit. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas un détenu comme un autre détenu. Il faut arrêter les plaisanteries. C'est un ancien président de la République. Il a des secrets d'État. Il connaît un tas de choses. Alors, j'ai cru comprendre qu'il est placé à l'isolement.
évidemment, je pense que c'est très bien pour sa sécurité. Et Gérald Darmanin, garde des Sceaux, est aussi garant de l'administration pénitentiaire. C'est une première. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Évidemment que Gérald Darmanin doit aller à la prison de la Santé, s'assurer que toutes les conditions de sécurité soient réunies. Non mais rendez-vous compte, une seule seconde, si Nicolas Sarkozy peut croiser un autre détenu, si un autre détenu peut le prendre en vidéo, peut le prendre en photo, peut interagir avec lui, mais on ne se rend pas compte. Nicolas Sarkozy, comme je l'ai dit, a un traitement, la justice fera ce qu'elle a à faire, il y aura un appel, on repart de zéro, il n'y a aucun souci avec ça, mais arrêtons de dire que c'est moi que j'entends depuis le début, depuis sa condamnation, que oui, ça va être un détenu comme un autre, mais je vais vous dire quelque chose, moi, c'est mon intime conviction, et vous pensez vraiment que Nicolas Sarkozy va taper à la porte il va attendre des jours pour cantiner, va attendre des jours, mais non, mais ce n'est pas possible. Déjà, pour aller à la salle de sport, j'ai entendu dire, il sera seul et accompagné par plusieurs surveillants d'administration pénitentiaire. Donc, j'entends les magistrats, j'entends que le syndicat des magistrats dit attention à la confusion. Évidemment qu'il y a une indépendance de la justice qui doit être respectée en France, mais Gérald Darmanin, moi j'entends qu'il vivent avec des arrière-pensées. Évidemment que Gérald Darmanin est Nicolas Sarkozy comme mentor. Il faut le dire. Mais non, mais il faut parler vrai, il faut arrêter d'être dans la démagogie. Mais c'est une première, comme je l'ai dit, c'est une première, c'est inédit. Et Gérald Darmanin doit s'y rendre vraiment pour voir si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Ça me paraît une évidence la plus totale. Alors vous restez avec nous, Roland, puisque vous n'êtes pas tout seul. Il y a pas mal de monde au standard 0826 300 300 avec Lionel qui est avec nous, qui nous appelle de Grasse. Bonsoir, cher Lionel. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Votre avis justement sur cette question de... Il va rendre visite à un copain qui part à la gamelle. Moi, je trouve ça normal, en fait, qu'il aille voir son pote, qui va aller en prison pour l'ensemble de son œuvre. C'est Sarkozy qui l'avait dit. Il comprenait pas comment quelqu'un qui avait un casier judiciaire énorme ne fasse pas de prison. Il disait, au bout d'un moment, il faut qu'il soit condamné pour l'ensemble de son œuvre. Sarkozy, c'est sûr que là, il s'est fait flasher sur quelque chose qui est, à mon sens, enfin, quand on regarde l'histoire, il a été disculpé sur 3 des 4 postes d'accusation, oui. Ouais, mais il a été condamné pour l'ensemble de l'œuvre. Il a pris. Voilà, moi personnellement, je suis pas hyper choqué quand je vois. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes. Je vois Estrosi qui a pris 1,5 million d'honoraires de conseil en tant que. Je sais même pas. Attendez, Lionel, qu'on comprenne bien. Vous n'êtes pas choqué qu'il soit en prison ou vous n'êtes pas choqué que finalement Gérald Darmanin aille. D'accord, ok, très bien. Les deux. Je suis pas choqué que Darmanin, c'est son pote. Voilà, c'est son mentor depuis. Ok. Quand même sur les Restez avec nous, Roland et Lionel. On ne va pas refaire le procès à Sarkozy. On a rappelé déjà qu'il a été condamné, pas simplement là. Ça fait 7 fois qu'il est condamné, en première, en deuxième instance, en cassation, sur plusieurs affaires. Françoise, avec des dizaines de magistrats qui ont regardé ces dossiers. Là, il y a 4 faits. Il y en a 3 qui sont tombés, et on a un garde qu'un qui est association de malfaiteurs qui ne veut rien dire du tout. Parce qu'on voulait l'accrocher. Alors, Bruno, on va pas recommencer. Non, mais franchement, on va pas recommencer cette histoire parce qu'on peut faire toute l'émission là-dessus. On peut rappeler les présomptions, les financements, les comptes offshore de Takedine. Et il faut arrêter avec ce délire. Pour l'instant, on est bien d'accord que c'est l'appel qui vaut. Donc pour l'instant, il est de nouveau présumé innocent. Je suis d'accord avec vous. Il est présumé innocent. La présomption d'innocence, c'est quelque chose d'important. Il est en prison là, donc on va pas. Il y a un moment donné. Non, mais tu me dis Takedine et les comptes. Oui, mais bien sûr, on va pas refaire le procès. Si tu l'as pas suivi, tu l'as pas suivi. Il faut lire l'ensemble des pièces. Oui, nous les avons tous lus. Moi, j'ai bossé. Quel rapport avec le garde des Sceaux? Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de rapport. Voilà, c'est tout, changez pas de sujet. Moi, je suis d'accord sur ce que disent nos auditeurs, sur ce que disent, et surtout, je le redis, et moi, ça m'intéresse ce qu'a dit le premier auditeur, notre premier auditeur, sur vraiment ce que représente Nicolas Sarkozy, et ce qu'il représente au milieu de détenus, comme ceux de la prison de la Santé. Moi, je veux bien qu'il ne croise pas un seul détenu, je pense qu'il va croiser. Il a raison, on l'a pas assez dit, mais il a raison de dire qu'il détient des secrets d'État aussi, c'est important de le dire. Et je pense qu'il va croiser des détenus parce que s'il va à la salle de sport, il peut pas rester ad vitam assis, il va en croiser. Total isolement. J'espère que ce Il faudrait que tu ailles à une prison. Moi, j'ai fait beaucoup de reportages en prison. Le total isolement, honnêtement, le total isolement, ça n'existe pas. Il va aller à la salle de sport. Pour certains détenus très dangereux, Abdeslam à sa salle de sport dans sa cellule. Mais arrêtez de toujours. On n'est pas au courant. On a fait. Je ne pense pas que le total isolement de Nicolas Sarkozy existe. C'est ce que je vous dis. Je pense
qu'il y a un moment donné, il peut croiser des détenus, ne serait-ce qu'en allant à la salle de sport. Les agents pénitentiaires sont briefés, je pense qu'il doit y avoir quand même un dispositif particulièrement adapté à la personne. Je l'espère. En tout cas, je vous rappelle que Yvan Colonna était total. Écoutez, je vous rappelle qu'Yvan Colonna était Oui, mais laissez-nous parler quand même, Françoise, pardon. Oui, c'est juste de dire que jusqu'ici, attendez. On dit que les autres détenus seraient rentrés dans leur cellule pour que Nicolas Sarkozy. Après, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui avait été décidé. Donc, on verra par la suite. Mais pour des raisons de sécurité, il ne doit croiser personne. Et ce qui est le pire, parce que c'est compliqué. C'est hyper dur, c'est ce que je dis. C'est hyper violent. Donc, attention. Par contre, ça n'empêche qu'il fait tout le process depuis l'entrée, lorsqu'on l'a vu rentrer avec la voiture, etc. Il fait tout le process administratif, peut-être même la fouille, etc. Ce qui est normal. On vous met à poil quand c'est ça, c'est clair. Mes amis, j'ai envie de vous dire Philippe, merci beaucoup. Est-ce que je peux dire un mot de notre discussion avec Philippe sur le choc psychologique, en fait? Oui, de passer, parce que derrière on a un autre truc. Si en 2 minutes, sur le choc psychologique, vraiment de passer de la Villa de Montmorency à une cellule de 11 mètres carrés. Je suis pas en train de faire pleurer dans les chaumières. Je pense qu'il y a un choc, un ciseau émotionnel très puissant et peut-être dangereux. Je sais pas. C'est compensation. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, merci Roland, merci Lionel et merci. Je sais que ça continue de sonner au 0826 300 300. Tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et les ostréiculteurs désormais contraints d'équiper leurs bateaux de toilettes. C'est lunaire. C'est lunaire, c'est le cas de dire. C'est pas une blague. C'est pas une blague et ça provoque même une vague, sans mauvais jeu de mots, d'incompréhension sur les côtes bretonnes. Depuis juillet, tous les bateaux de pêche, même les plus petits, doivent avoir à bord un point hygiène. Alors ça veut dire avec des toilettes et puis un lavabo à bord. Sauf que les ostréiculteurs, eux, travaillent sur des plateformes de 10 mètres, sans cabine, sans eau, et pour quelques heures à peine, ils restent vraiment pas longtemps sur leur navire. Une consigne donc impossible à appliquer, mais pourtant obligatoire. En Bretagne, on parle d'une aberration administrative, et certains ostréiculteurs envisagent déjà d'accrocher symboliquement une lunette de WC à leur barge. Alors moi je vous dis, entre huîtres et toilettes, il faut choisir. Toilettes, il faut choisir. Philippe Le Gall, qui est avec nous, président du comité régional de la conchiliculture de Bretagne Sud, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On a une rubrique qui s'appelle On n'y croit pas. Là, vraiment, je ne sais pas d'où ça sort, mais est-ce que il y avait déjà eu des prémices sur ce sujet-là, ou ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe? Absolument pas. On l'a découvert fin septembre lors d'un salon professionnel où les constructeurs de barges m'ont interpellé en me disant il y a ce nouveau décret qui est tombé. Donc là, on était très surpris. C'était sorti en plein mois d'août. Et en plus, c'est assez barbare ce type de décret. C'est des divisions 215 qui s'appliquent à des divisions 230. Enfin bon, faut décoder quoi. Et donc, au début, j'ai cru que c'était une blague. Oui, mais nous aussi, quand on a lu l'info. Sur des barges de mètres, et encore, on peut pas mettre de toilette, il n'y a pas de cabine, et en plus on est sur des navigations à la demi-journée. Mais elle découle bien de quelque chose, c'est parce que, d'être binaire, mais ça veut dire que vous faites vos besoins dans la mer, et il y a des risques de pollution. Non, heureusement qu'on arrive à se retenir pendant 3-4 heures quand même, on n'est quand même pas des sauvages. Vous avez du bol, parce que moi je peux pas, allez-y. Les problèmes de prostate, ça serait 50 ans. Cécile a raison quand elle demande d'où ça tombe. Ça ne peut pas tomber du ciel. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Je veux bien qu'on on laisse parler. Ça tombe de toutes les divisions qui s'appliquent à tous les navires en France, si vous voulez. Donc forcément, quand on est sur des navires qui font 24 heures, 48 heures de mer, il n'y a pas de sujet. On est bien d'accord que c'est normal. Par contre, il faut adapter en fonction des types de navigation et des types de navires qu'il peut y avoir. Le problème, c'est que l'administration a tendance à tout regrouper ou tout mettre ensemble. Et le problème, c'est qu'ils ont oublié... ils ont oublié qu'il y avait une partie conchilicole. Et quand j'entends qu'ils auraient oublié ça, c'est quand même 6000 navires. Mais est-ce que ça veut dire que, je vous coupe parce qu'il nous reste 1 minute, est-ce qu'il y a une dérogation possible? Est-ce que vous... Oui, alors c'est en cours, effectivement. Depuis qu'on a levé cette aberration, il y a une dérogation qui est en cours.
Là, ils essayent de remettre en place les choses. Maintenant, tant qu'il n'y a pas d'écrit, moi, je considère que c'est pas encore fait. Parce que l'administration, c'est toujours compliqué. Ils nous font des promesses, mais après, il faut voir comment ils sont appliqués, quoi. Mais voilà. On va vers des dérogations, mais bon, ce qui est aberrant, c'est que on fait des réglementations et après, il faut faire des dérogations. Ça sert à rien de faire les réglementations. C'est ça. En France, on réfléchit, mais a posteriori. C'est ça le problème. Alors, Philippe Le Gall, on va vous rappeler parce que on va suivre ce dossier. Bien sûr. François-Louis Bourneau, parce que c'est tellement le binaire. Vous aurez des informations quand vous savez pas du tout. Là, je dois voir la ministre demain, parce qu'on a une nouvelle ministre aussi. Oui, c'est vrai. Nous aussi. Donc forcément, vous aussi. Donc, je vais l'interpeller sur ça et sur d'autres dossiers. Bon, j'espère qu'elle va m'apporter déjà des réponses, parce que le sujet, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines qu'on l'a soulevé et que les services de l'État sont bien au courant de la situation. En tout cas, je prie pour vous que ce gouvernement reste au moins 3 semaines, comme ça. Sinon, ça va être compliqué. Vous avez peur que le gouvernement fasse naufrage? Oui, pas mal, Philippe. Allez, merci beaucoup, Philippe Le Gall. Tenez-nous au courant. En tout cas, on vous rappellera parce que c'est une information. Et puis, voilà, il y a un moment donné, ça nous permet de mettre aussi un éclairage sur des métiers qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes président du comité régional de la conchiliculture de Bretagne Sud. Merci Philippe, beaucoup. Au revoir. Et vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe David. Emmanuel Macron a une nouvelle idée sur les retraites. Allez, Françoise de Gois. Peut-être que Milei c'est à Fouer dimanche, on va voir. À Fouer, des choses un petit peu plus légères. Je vais vous parler de Kelly Slater. C'est une icône pour moi et c'est merveilleux. Il nous fait rêver, ce gars-là. Ça change un peu de tous les sujets qu'on traite toute la journée. Mais qui fait Pardon? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un surfeur. Ben oui, il est magnifique. Il a vous voyez Philippe David. Vous voyez Philippe David et Bruno Pomar. C'est l'inverse. Allez, à tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle est pas sympa. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et chers amis, vous nous avez appelé en disant quand est-ce qu'elle vient, Françoise de Gois? Ça tombe bien, elle est là. Voilà. Et Bruno Pomar, quand est-ce qu'il revient, puisqu'il était là hier? J'ai essayé de la faire rire, mais elle n'a pas rigolé. Si, bien sûr. Mais vous avez fait une blague? Non, il fait des blagues débiles à la Philippe David, vous voyez, c'est les blagues. Non, excusez-moi, c'est un peu trop court, il me répond, c'est ce que me dit ma femme. Donc on va faire semblant de rire. Ça fait 50 ans qu'on entend ces conneries, en fait. Excusez-moi, moi je compatis pour Bruno Pomar. Et pour sa femme, je vous dis même pas. Voilà. Bien. Bon, allez, vous savez quoi? Avec Françoise, parfois, on a l'impression d'être dans un vestiaire de garçons. Oui, enfin les juniors et les petits, mais les petits, c'est même pas les cadres, c'est les poussins. Vous savez, même chez les adultes, malheureusement. Regardez. Et les vieux, pareil. Bon, c'est un cumul. Oh là là, Jésus-Marie Joseph. C'est vous, Bruno, qu'elle regardait. Ça y est, c'est fini, on peut y aller. On peut reprendre une activité normale. On peut avoir du travail serein. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu. J'arrive même plus à le dire. À table, c'est correct. Non, j'avoue que j'ai pris un petit goûter. Vous connaissez? C'est sûr qu'on se connaît, c'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Non, je préfère manger les saucisses. Oui, alors on peut faire un collier de nouilles, franchement. Ça donne envie de pâtes et de pizza. Un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il me court avec les doigts. Mais c'est pas très bon pour le régime, mais comme vous m'appelez culbuto, Cécile. Ne vous inquiétez pas, Philippe David, je vous mordrai dedans quand même, même si vous êtes périmé. Bon appétit, bien sûr. De l'actualité. Allez-y, mordez-moi. Non, mais il y a des gens qui imitent ma voix pour dire des horreurs. C'est pas possible. L'IA, ça fait les choses. C'est terrible, c'est terrible. Un petit sujet léger, Bruno Pomar, sur un athlète. Oui, je voulais incroyable. faire rêver ce soir Françoise de Gois, qui visiblement ne savait pas ce que c'était le surf. Qu'est-ce qu'il peut raconter? On parlait de notre amour pour Nazaré. Non, c'est vrai. Dans 35 ans de carrière, dans ce moment morne de la politique, de tout ce qu'on voit, Nicolas en prison et le reste, je trouve que c'est important de rêver. Moi, j'ai toujours rêvé. Nicolas, vous directement. Oui, allez-y, c'est sympa, c'est faire rêver tout simplement. Et je trouve que ces personnages, il y a des Mike Horn et autres qui nous font rêver sans arrêt. C'est important de rêver, c'est clair. Et quand on voit ce gars-là qui a été capable de surfer les plus hautes vagues du monde, on le disait tout à l'heure avec Françoise, Nazaré, c'est 25 mètres, Pipeline à Hawaï. Enfin, il a fait des trucs
considérable. Et je trouve que, encore une fois, courageux, hein. dans ce moment morne un petit peu de notre société, je pense que c'est important d'avoir des... Puis c'est des exemples. Moi, ça me fait rêver. Moi, je suis un aventurier, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais ces gens-là me font rêver. Voilà. Et je voulais faire un petit clin d'œil par rapport au sujet que vous allez traiter dans quelques instants. C'est des sports qu'on voit assez peu. Oui, ils se dépassent complètement. Alors, si vous voulez, sur les comptes Instagram, je fais un peu de pub parce que souvent, je suis comme Bruno, on se chamaille, mais on se ressemble beaucoup. Je vais regarder vraiment le site de Gigante et des Nazarés. Si vous voulez voir quelque chose de sublime, vous allez au Portugal. C'est un canyon de 5000 mètres de profondeur qui balance des vagues à 25 mètres. C'est les records du monde. C'est une folie générale de voir ces gens surfer, se lancer sur des murs d'eau avec 4000 kilos de pression au centimètre carré. C'est dingue. Ils risquent leur mort, leur vie à chaque fois. Il y a une des superbes surfeuses qui est morte maintenant pendant 9 minutes. Elle est morte. Il y a une Française d'ailleurs qui a surfé Nazaré. Et donc ça fait un bien fou de voir ces gens qui dépassent leurs limites. Moi j'adore vraiment. Et pourquoi il n'y a pas des brassards? Il faut qu'ils mettent des brassards. Il faut y aller l'hiver. C'est avec la pression des brassards. Avec la bouée, avec la pression de l'eau. C'est effrayant, c'est l'équivalent en fait. Chaque moment où vous surfez, c'est l'équivalent d'un immeuble entier qui vous tombe sur la tête sur chaque mètre carré de vague. En plus, ce qui est désespérant, c'est qu'ils sont tous beaux. C'est horrible. Ils sont vraiment beaux. Oui, c'est pour ça que je voulais m'y mettre. Ils sont tous Je suis assez d'accord avec vous. Il y a un truc complètement délirant. Ils sont beaux. Ils font attention à leur corps. Ils font attention à leur esprit. Si jamais il y a un surfeur qui filme mon numéro. Comme ça. Je plaisante bien entendu. Merci beaucoup Françoise de Goa. Plus sérieusement, là c'est une grande vague aussi. Javier Milei. Peut-être de dégagisme. Je fais attention quand même parce que déjà les sondages français qui sont considérés comme les meilleurs au monde parfois se plantent. Oui. Alors je ne sais pas ce que valent les sondages en Argentine, mais en tout cas c'est un effondrement de Javier Milei qui est encore bien sûr une star, mais qui est en train de décevoir. Président argentin, c'est président argentin, l'homme à la tronçonneuse, etc. En fait, ça marche pas du tout. Le peso s'effondre complètement, le chômage s'envole, les logements sont hors de prix. Et surtout, la délinquance même pareil. Mais surtout, si vous voulez, je pense que le fait que les États-Unis aient annoncé la semaine dernière, il est allé voir Donald Trump pour encore avoir de l'aide, que les États-Unis aident, c'est quelque chose en réalité qui envoie un signe de faiblesse terrible du pays. Il y a un désamour. Il a été porté par la jeunesse, Javier Milei, aux élections, notamment par les jeunes Argentins. Parce qu'il était très disruptif quand il est arrivé. Et évidemment, il y a une forme de désamour qui s'installe avec des sondages qui sont assez catastrophiques pour lui et les élections législatives, ces midterms à lui et qui ont lieu dimanche prochain. On verra. Vamos a ver, comme diraient les Espagnols. On verra bien. Moi, je suis pas si convaincu. Alors, l'Argentine, c'est un pays qui a connu des faillites en série. La dernière, la plus grosse sur les 30 dernières années, c'est celle de décembre 2001. C'est le seul pays que je connaisse qui soit passé du peso au nouveau peso à l'austral, qui a changé je sais pas combien de fois de monnaie. Oui, avec la gestion Kirchner au milieu, je suis d'accord avec vous. Et Cardozo, bien sûr. On est bien d'accord. Le problème, c'est que je connais pas ces résultats. Je suis pas sur place en Argentine. Il y a les pro-Milei, les anti-Milei. Mais il faut dire que quand on récupère un pays qui est dans la situation économique de l'Argentine, c'est comme celui qui va récupérer la France, c'est pas une sinécure. C'est pas gagné tout de suite. Philippe David, puisque vous êtes là. Alors moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Déjà, le président de la République est à Ljubljana, capitale de la Slovénie, et il parle des retraites en France. Alors moi, je croyais qu'un chef de l'État français ne parlait de politique française qu'au sein de ses frontières. Le sol français. Alors, à moins que la Slovénie ait été annexée à la France, comme sous Napoléon Bonaparte, mais ça m'avait échappé. Ça, c'est le premier point. Mais le summum, c'est qu'il parle de quoi ? Il évoque des perspectives de référendum possible sur les retraites. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas comment, alors qu'on nous a dit en 2023 que c'était la réforme cardinale du macronisme, qu'il fallait la passer à toute vitesse, je crois que j'ai rarement vu ça, voire jamais, le Conseil constitutionnel qui valide une loi, elle est promulguée le jour même au journal officiel. C'est la vitesse, mais supersonique. Que maintenant, on serait prêt à revenir dessus, mais que on pourrait peut-être faire un référendum. Alors, quelle question sur le référendum? Moi, je demande à voir. Si vous demandez aux gens, voulez-vous travailler plus longtemps? À mon avis, la réponse va être un non massif. Mais le pire, je vous arrête, le pire, c'est qu'il dit quand même que, accrochez-vous bien, il a réfuté que l'exécutif ait acté une réforme une suspension de la réforme de 2023, y voyant un simple décalage dans le temps, et que
à l'Assemblée nationale, la réponse du Premier ministre. La réponse du Premier ministre a été que non, c'était bien suspendu. Alors je ne sais pas si Emmanuel Macron veut absolument devoir nommer un nouveau Premier ministre dans peu de temps, vu son comportement. Je ne comprends rien à son attitude. Moi, je comprends très bien ce qu'il a voulu dire. Vous avez un esprit plus intelligent que le mien. Oui, peut-être parce que j'ai le nez dedans. J'ai le nez dedans, mais ce qu'il a voulu dire, c'est qu'effectivement, elle est suspendue jusqu'à la présidentielle, qui sera les retraites seront un sujet de présidentielle. Et d'ailleurs, il a lui-même annoncé, Sébastien Lecornu l'a annoncé, le décret, la lettre rectificative sera examiné par le Conseil des ministres, présidé par Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui donne les clés. Après qu'on ait envie de voir des choses différentes, je pense qu'ils sont complètement raccord, Lecornu, Macron, et les gens qui veulent aller, en l'occurrence les socialistes, qui veulent aller sur ce chemin de crête. Mais après, sur le référendum, là je suis d'accord avec vous, je pense pas que c'est un référendum sur voulez-vous travailler ou la borne d'âge. Je pense que si on veut savoir ce qu'il y a dans ce référendum, il faut écouter ce que dit Philippe Aghion, nouveau prix Nobel d'économie. C'est-à-dire que Philippe Aghion plaide pour la réforme à points, qui était le vrai projet d'Emmanuel Macron. Il a changé en cours de route parce qu'il ne pouvait pas. Mais est-ce que ce serait ça? Est-ce que vous voulez une retraite par réforme à une réforme? C'est un sujet tellement technique. Et je suis d'accord avec vous, et ce sera un sujet, je pense, pour la présidentielle. Du débat. En même temps, ça a permis d'éviter la censure. Le Cornu et Malin, ils ont voulu stabiliser un petit peu pour qu'on vote le budget. Aux socialistes, une fois, ça te fera du bien de dire du bien de la gauche une fois. Oui, parce que sans les socialistes, le Cornu stabilise rien. Vas-y, dis que c'est bien. Non, mais Valo avait raison de appuyer là-dessus. C'est en l'occurrence, c'est pas Valo, c'est Olivier Faure. Mais ben, vas-y, dis du bien. C'est lui qui a porté à l'Assemblée nationale en tant que représentant. C'est aussi Valo, parce qu'ils disent qu'ils travaillent en binôme. Dans la balance, évidemment, la censure. Les amis, c'est inaudible, et donc je vais vous donner l'occasion. Oui, tant mieux pour. S'il vous plaît. Il a marqué un point. Oh! J'ai un truc à dire, puisque je vous rappelle que nous allons pouvoir vous offrir un très joli cadeau offert par Sud Radio, votre lecteur de livres audio de la marque Prose. Prose, c'est donc le premier lecteur de livres audio, simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles. C'est l'appareil idéal pour vous évader en écoutant vos auteurs préférés. Envoyez donc dès maintenant, et écoutez bien, le mot Sud, S-U-D, au 7 20 18, je répète 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort, et vous gagnerez peut-être ce très joli livre audio de la marque Prose. Dans un instant, Philippe David. On va partir dans le Val d'Oise avec Paul Aboïl, puisqu'il y a une tornade hier qui a été vraiment terrible avec plusieurs morts. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus, et vous voulez participer à cette émission, là aussi ce numéro de téléphone est le vôtre, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on est très heureux de vous accompagner tous les jours de 17h à 20h. Autour de cette table ce soir, Bruno Pomar. J'ai dit quoi ? Vous avez dit 17h. J'ai dit 17h 17h, nous avons les chevaliers. Non, c'est pour savoir si vous suiviez, en fait. Je me suis dit si. Je suis toujours, je suis le maître des horloges, je vous le rappelle. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Effectivement, moi aussi. L'ami, il a bien changé, Emmanuel Macron. C'est un bon ami à moi. 18h à 20h, bien entendu, avec ce numéro de téléphone 0826 300 300, avec autour de cette table Françoise Degois et Bruno Pomar. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et nous allons revenir avec Paola Boer qui est avec nous, reporter Sud Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout ça, plusieurs villes du Val d'Oise ont été touchées par une puissante tempête ce lundi en fin d'après-midi. C'était hier. Le bilan est assez lourd. 1 mort, 4 blessés en urgence absolue et 5 en urgence relative. Alors vous êtes allés sur place. Forcément, j'imagine que c'est la sidération depuis hier. Oui, j'y étais en début d'après-midi, et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que même les habitants qui n'ont pas été touchés, qui ont eu cette chance de ne pas être sur le couloir de la tornade, en fait, ils se baladaient dans les rues sinistrées, parce que eux-mêmes, ils étaient complètement choqués de ce qui s'était passé, et il y a eu beaucoup de solidarité entre les habitants. Ils demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. C'était vraiment, ils étaient sous le choc encore ce matin, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà une organisation de réparation ? Parce que j'imagine que tout
tout de suite, ces gens-là, en tout cas ceux qui n'ont pas été blessés, se demandent comment les assurances, comment ça va fonctionner. Alors du côté de la mairie, j'ai vu pas mal d'agents municipaux donc en train de d'élaguer les branches qui pouvaient, de les réduire en copeaux déjà, celles qui étaient tombées. Et après, c'était surtout au niveau des les habitants entre eux qui s'organisent. Par exemple, il y avait cette dame qui, elle, avait du gaz, donc elle faisait des pâtes pour tout son quartier parce que tous les autres avaient les autres n'avaient plus d'électricité, donc ne pouvaient pas se faire à manger. Donc elle distribuait des coquillettes au beurre à tous ses voisins. C'est très sympa. Et après, au niveau des assurances, ben voilà, ils ont passé la journée au téléphone. Et est-ce que vous pouvez me rappeler, parce que 1700 foyers privés d'électricité. Combien de temps ça a duré en fait? C'est ça, c'est complètement fou quoi. C'est 30, c'est même pas une minute. La tempête en elle-même, ça a duré l'histoire vraiment de 1 minute, un petit peu plus. Par exemple, il y avait cette habitante, son toit est complètement éventré, son portail s'est arraché, il a écrasé ses voitures. Vraiment, c'est horrible à voir. Et elle m'a dit, mais en fait, ça s'est fait en 15 secondes. Oui. En 15 secondes, le toit entier s'est arraché, quoi. Paola, vous nous avez rapporté un son, on va l'écouter. Le film Apocalypse, vous l'avez déjà vu? Bah voilà. Et bah c'est l'apocalypse. J'ai plus de clôture entre mes voisins. On est vraiment c'est ouvert. Ma toiture aussi, elle en a pris un grand coup. Et à l'intérieur, en fait, on a eu les vitres qui ont explosé. Et du coup, j'ai des bris de glace partout. Alors je rappelle et bien entendu le soutien des familles endeuillées pour cette personne qui est décédée malheureusement de 23 ans, dont on ne connaît pas en tout cas, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. 4 blessés en urgence absolue et 5 en urgence relative. Dans ces moments-là, il y a la sidération et après malheureusement il y a toujours ceux qui veulent profiter des choses. C'est ça, il y avait une habitante qui me disait oui, ce matin j'ai des démarcheurs qui sont passés vers chez moi et en fait il y a des gens qui profitent du fait que les assurances ne répondent pas assez vite par exemple et qui arrivent et qui disent moi je vous vends une bâche pour couvrir votre toit mais c'est 500 €, 800 € et la bâche ils l'installent pas, juste ils vous vendent la bâche, après c'est à vous de l'installer. Quelle bande de elle m'a dit au doigt mouillé, il a regardé mon toit vite fait, il m'a dit bon 20 000 €, je vous le refais. Et oui. Il y a vraiment des charognards. Il y a vraiment des charognards. Elle les a traités de vautours elle-même. Elle était assez choquée de ce qui se passait. Ah oui, c'est affolant. Il faut les signaler, la DGCCRF, en fait, ces gens-là. Il faut carrément les dénoncer, je pense. C'est une misère. Ce qu'il y a de fou dans ces affaires de météo extrêmes comme ça, c'est que ça se déclenche. On ne sait pas comment, en fait. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un point sur la météo pour savoir pourquoi on n'anticipe pas tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Paola Boer. Vous êtes reporter à Sud Radio. Merci. Puis si vous avez toutefois des informations supplémentaires, bien entendu, on vous prend directement à l'antenne. Allez tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de la Justice? Tiens donc, avec Achour qui nous appelle d'Evry dans l'Essonne. Bonsoir Achour, bonsoir pardon monsieur le garde des Sceaux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors voilà moi ma mesure. C'est très bien, ça m'inspire beaucoup ça surtout. Ah bah très bien. Voilà, donc en fait je vais aller droit au but. On va parler surtout des forces de l'ordre. Déontologiquement parlant, c'est-à-dire leur donner la possibilité de pouvoir intervenir sans avoir la crainte, en fait, si vous voulez, d'être jugé comme souvent il se passe, parce que de nos jours, la police est de plus en plus réticente à intervenir, mettre le curseur à un certain niveau, parce que voilà, il y a toujours des conséquences derrière, ou que la délinquance ou le contrevenant est plus protégé que nos forces de l'ordre. Donc pour moi, je vais renforcer déjà leur capacité d'intervention de manière à ce qu'ils soient ou qu'ils aient moins de crainte et qu'ils soient quand ils interviennent, qu'il n'y ait pas les soucis liés à l'outrage, liés à la rébellion, toutes ces choses-là. Donc déjà, je vais revoir aussi l'outrage. Pour moi, l'outrage, c'est fini. C'est pas simplement sale flic, ceci, cela. C'est dès que la personne commence à devenir arrogante, protestataire, en fait, compte qu'elle commence à passer à un certain ton. Voilà, pour moi, c'est considéré comme de l'outrage. Voilà, on part du principe que le respect, tout le monde dit oui, mais il faut que le policier nous respecte. Non, déjà, c'est dans l'autre sens. À partir du moment que vous respectez le policier lors d'un contrôle, le respect il sera mutuel automatiquement. Parce que déontologiquement parlant, un policier, quand il s'adresse à un contrevenant, c'est bonjour monsieur, présentez-moi les papiers ou quoi que ce soit. Et il y a beaucoup de gens qui contestent. Et de nos jours, la police n'a plus de pouvoir. La police a peur d'intervenir. Voilà, et sinon finit par se lâcher. Donc voilà, moi je veux renforcer, je veux que ce soit vraiment très fort. Alors si vous permettez, monsieur le ministre, il y a le sous-directeur de la police
Avec vous le dévalorisez. Bruno Pomar, je suis sûr que Françoise va réagir évidemment à contresens, mais un rétablissement peut-être de oui, non, il a raison, de l'autorité et du respect peut-être à la base. Tout et n'importe quoi évidemment. Attention, la police, il y a une déontologie et il faut la suivre évidemment parce qu'on doit être aussi l'exemple en matière de sécurité et de comportement, ça c'est évident. Même s'il y a parfois des errements de la part de certaines polices, mais il faut rappeler et je pense que la justice là, ne fait pas de cadeau malgré le fait qu'on discrimine un petit peu ce dispositif qui est l'inspection générale de la police nationale, qu'il faut d'ailleurs dire que c'est une magistrate qui est à la tête de ça. Eh bien, rassurez-vous, c'est une administration qui est déjà très contrôlée et très sanctionnée. Environ 1500 dossiers par an, avec des sanctions administratives, judiciaires, etc. Donc ça rigole pas. Mais merci à notre ami Achour de soutenir la police. Ça va vous étonner, mais vraiment, moi, je suis tout à fait d'accord pour que... Enfin, je suis une amie, une conseillère de Ségolène Royal et l'ordre juste. Ça me parle, je pense que je suis plus sévère encore que vous. Je suis un peu tendance Ménibus, là. Vous voyez, il y a un petit côté chez moi. Il a raison, Achour, vraiment. Il faut absolument, même par l'exemple. Allez, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Achour, parce qu'on se connaît un peu, donc on se permet de dire Achour. Sinon, je l'appellerai monsieur le ministre. J'adore Achour. Enfin, je le connais pas dans la vraie vie, mais en tout cas merci d'avoir endossé ce rôle avec brio. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de gueule de Philippe David. Pour une majorité de députés, le monde de l'entreprise, c'est rendez-vous en terre inconnue. Et en parlant du monde de l'entreprise, c'est les incontournables de l'argent avec Thomas Binet. Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassinou, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler d'un sujet qui alimente souvent d'ailleurs les déjeuners en ville. Et qui me tient à cœur. Et qui vous tient à cœur. Je vous ai l'occasion de vous exprimer dessus. Je vais le résumer en une phrase. Est-ce que l'État peut nous prendre notre épargne? C'est une vraie question parce qu'en fait, on a de l'argent sur les comptes en banque. On se pose la question de savoir est-ce qu'ils peuvent ponctionner cet argent au point de tout nous prendre? C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça détourne les gens du fait de se concentrer sur les vrais problèmes. Donc non, l'État, en l'état actuel de la loi en France, ne peut pas saisir l'épargne des gens. Si vous avez de l'argent sur un compte, si vous avez des actions, si vous avez des assurances vie, l'État ne peut pas vous les prendre. C'est juste pas possible dans la loi actuelle. On reste vigilant évidemment au fait qu'une loi de cette nature-là ne soit jamais votée. Mais en revanche, ce que l'État peut faire, s'il a besoin d'argent, c'est augmenter les impôts, c'est augmenter les prélèvements, évidemment. Donc là, votre argent est en danger de la même manière. Si l'État est mal géré, à la fin, c'est les impôts qui augmentent. Concentrez-vous sur les vrais risques et pas sur les refrains des complotistes, puisque tout simplement, c'est pas possible, sauf bien sûr à ce que vous soyez condamné par la justice, auquel cas là l'État peut saisir vos biens, mais c'est autre chose. Restons quand même un instant sur l'idée, parce qu'elle est importante, parce que c'est quand même souvent, vous parlez de complotisme, mais c'est souvent évoqué à droite à gauche, on l'entend souvent de cette histoire que l'État peut nous prendre. Mais ça vient d'où cette histoire? Alors, ça vient d'une grande incompréhension autour d'une loi qui a été votée dans les années 2010, à l'époque où Michel Sapin était ministre des Finances, qui est la loi Sapin 2. Et dans cette loi, l'État peut, d'après cette loi, en cas de crise exceptionnelle, en cas de circonstances exceptionnelles, bloquer de manière temporaire les sorties des contrats d'assurance vie. Donc j'ai bien dit bloquer, j'ai pas dit saisir. C'est simplement pour éviter ce qu'on appelle un bank run, ou là en l'occurrence un assurance vie run, où tout le monde voudrait retirer d'un coup des assurances vie en cas de crise, et où ça pourrait venir complètement déstabiliser l'économie française dans son ensemble. Ça, c'est un cas de blocage. C'est pas un cas de saisie. Des cas de saisie, il y en a eu très rarement dans l'histoire récente du monde. Vous avez eu l'Argentine en 2002 et qui a rationné les billets, bloqué, limité les retraits, etc. Où là, ça a été perçu vraiment comme une saisie quelque part parce qu'il y avait beaucoup d'inflation. Et puis il y a eu Chypre en 2013 qui a carrément décidé de ponctionner les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Voilà, c'est des cas extrêmement rares, mais ça n'est pas possible dans la loi actuelle. Alors, en France, et vous venez de le dire, effectivement, dans d'autres pays, on a vu des choses un peu différentes se produire. Alors, justement, restons quand même sur l'exemple chypriote. Est-ce que ça a servi de leçon? Oui. Quelque part, l'exemple chypriote est intéressant parce que c'est un exemple européen. C'est un petit pays, mais néanmoins un pays de l'Union européenne.
Et depuis 2014, l'Union européenne a introduit une directive qui pose 2 principes. L'épargne des particuliers ne serait sollicitée qu'en dernier recours et uniquement pour les montants dépassant 100 000 euros. D'ailleurs, on peut noter qu'en cas de faillite d'une banque, votre épargne est protégée jusqu'à 100 000 euros. Pour l'instant, c'est ce seuil qui est considéré comme maximal par les autorités. Mais ça veut dire quoi, Mathias? Ça veut dire que si on a plus de 100 000 euros, il faut le répartir sur différents comptes? La diversification toujours, de toutes sortes qu'elles soient, que ce soit entre différentes banques, entre différentes classes d'actifs, quand vous avez beaucoup d'argent entre différents pays, est toujours la réponse. La diversification est la clé. On y reviendra sur notre chronique parce que c'est quand même un sujet très important et qui parle à beaucoup de Français. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table généreuse, François avec eux. Et tout de suite, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve le Palais Bourbon et que les débats de la Commission des finances pour le budget 2026 me laissent pantois, puisqu'ils sont devenus un concours l'épine de la création d'impôts et de taxes, ce alors que nous sommes le pays le plus taxé du monde, ce qui n'empêche pas certains de parler de la France ultra-libérale. Je mets évidemment des guillemets. Mais ce tropisme purement français pour la création d'impôts a probablement une cause. Une cause que j'ai découverte en lisant une statistique de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Dans cette étude, on apprend que seuls 37% des députés ont travaillé dans le secteur privé ces 5 dernières années. Une majorité des députés étant professionnels de la politique, fonctionnaires ou retraités. Ce qui mathématiquement démontre que sur les 5 dernières années, près des 2/3 des députés, 63%, ont vécu uniquement ou quasi uniquement de l'argent public. Même si la statistique est une photo à un instant T, qui ne prend en compte que les élections de 2024, qui ont vu beaucoup de nouvelles têtes arriver sur les bancs du Palais Bourbon, on peut constater que plus on est à droite, plus on a travaillé dans le privé. 75% des députés UDR, 51% du RN et 47% d'Horizon. Plus on est à gauche, moins on a travaillé dans le privé. 13% des communistes, 28% des insoumis et des socialistes. Ceci explique peut-être pourquoi ces derniers sont les plus prolifiques en termes d'idées pour créer de nouveaux impôts et taxes. Et je me demande s'il ne faudrait pas passer au système britannique, où, pour être candidat à une élection, un fonctionnaire doit démissionner de la fonction publique. Même pas pour être élu, pour être candidat. En effet, connaître le risque du chômage, connaître le monde de l'entreprise, qui pour une bonne partie de nos élus relève du rendez-vous en terre inconnue, être confronté à la concurrence internationale, et savoir que l'argent ne tombe pas des poches des clients comme de celles des contribuables, serait une excellente école de formation politique, puisqu'il s'agit de l'école de la vie. Je m'inscris complètement en faux avec ça. Regardez, celui qui est à la tête de ce pays, il est exactement dans vos critères. Il est passé par le monde de l'entreprise, évidemment, à part la banque Rothschild, en l'occurrence. Et la façon de gérer ce pays est catastrophique. Donc, je ne vois aucun lien de causalité. Une fois que vous avez dit que à droite, on vient plus de l'entreprise qu'à gauche, vous pensez vraiment que les hauts fonctionnaires sont des crétins? Vous pensez vraiment que... mais vous pensez qu'à gauche, éventuellement, on ne sait pas lire un budget, on ne sait pas faire un budget? Ça m'ennuie. Je ne comprends pas votre démonstration. Vous nous expliquez... Il n'a pas dit de gauche, de droite et de gauche. Donc vous m'expliquez que en gros, vous m'expliquez en gros que parce qu'on est de droite... Ah non, j'ai démontré les chiffres, j'ai expliqué les chiffres. Mais vous ne démontrez rien, parce que dans les faits, la réalité, c'est que depuis 8 ans, c'est la droite et des gens qui viennent de l'entreprise qui gèrent ce pays, et que ce pays est un désastre. Il n'était pas ministre de Hollande, Emmanuel Macron. Il est resté un an ministre, il a travaillé pendant 5 ans. Il vient de l'entreprise, Emmanuel Macron, il vient de la banque Rothschild.
bullshit. Non mais écoutez, arrêtez. Qu'est-ce que c'est l'entreprise d'un seul coup? Je suis en train de démonter votre argument. C'est-à-dire que la réalité, c'est pas parce que vous venez de l'entreprise. Il y a entreprise et entreprise. Non, mais écoutez, c'est pas parce que vous venez de l'entreprise. Ça n'est pas mon Chalin, elle vient de l'entreprise. Agnès Pannier-Runacher vient de l'entreprise. Ouais, mais justement, on voit le résultat. Eh bien, oui, voyez le résultat. Non, mais attends, de quelle entreprise? Excusez-moi. Mais ce n'est pas parce que vous venez de l'entreprise. Où on se coopte. Mais c'est pas du tout ça. Mais vous, écoutez, vous dites le monde de l'entreprise. Vous avez détaillé quand vous êtes dans une banque, vous prenez des risques, surtout quand vous êtes à l'époque Emmanuel Macron. Donc vous êtes en train de m'expliquer très bien que la droite vient plus de l'entreprise que la gauche qui gérait comme de la zoubia. La réalité, c'est que ça fait 8 ans que la gauche n'a pas géré une seule fois ce pays, et ce pays est dans une situation dramatique. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron est de droite. Excusez-moi de vous le dire, mais bien sûr, c'est comme ça. François Hollande. Écoutez, ce sont des amateurs. Vous êtes le premier à hurler sur leur amateurisme. Le macronisme a fait rentrer une armée de députés qui venaient de l'entreprise. Regardez le résultat des macronistes. Et on a une armée, Françoise, de militants depuis 81. Moi, je suis tous ces gens de la politique, tu le fais également. On n'a que des militants, des mecs qui n'ont jamais bossé. Regarde tous les. Ils se prennent leurs risques, ils sont élus. Regarde certains pantins qu'on a à l'Assemblée nationale. Je dis bien pantins. C'est une catastrophe pour notre pays. Mais oui, je te prends un Boyard, mais je peux t'en prendre. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est que des. Non, mais c'est pareil. Boyard, et à haut niveau, c'est pareil. On fout les copains, on place des copains. On a besoin de gens sérieux. À l'Assemblée, tu te fais élire. Tu te fais élire en faisant du militantisme, c'est tout. Mais tu te fais élire en convaincant des électeurs. Donc tu le prends ton risque. Tu le prends ton risque. Mais moi, si j'avais voulu être en 2017 député, j'aurais été. Tu sais pourquoi? Parce que je cochais des cases. Maire du rural. Président de l'association, le flic de base, etc. Oui. Mais c'est tu l'as pas fait. Mais parce que ça m'intéresse pas. Moi, je suis un mec de terrain. Moi non plus, ça m'intéresse pas. Allez, les amis, merci beaucoup. Je peux plus aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais parce que je suis furax. C'est des métiers que font tous ces gens-là. Et ça me gonfle, très sincèrement. On l'a bien compris, je crois. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Toi, t'es un très bon flic qui a été payé par l'argent public. Arrête un peu, mais ça veut rien dire. Non, mais Françoise, vous ne pouvez pas comparer à un flic qui joue sa vie avec des gens qui sont députés. Non, on ne peut pas comparer. Mais je ne compare pas. Il vient, lui aussi, vient du privé. Combien de policiers? Jean-Michel Forvergue a été policier. Forvergue, il est un fonctionnaire, il est devenu un député. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais quel est le résultat de ces législatures? Des militants et des énarques. Voilà. Et avec ça, la France va bien. 3 milliards, 300 millions. Ça n'est pas si vrai que ça. Les amis, on ne fera pas un débat tout de suite là-dessus. On a dit pas mal de choses. Vous avez bien mis le why, Philippe David, avec Allez, vous restez avec nous. On fait une pause, on est déjà très en retard. On revient dans un instant avec Emmanuel Macron qui a évoqué le débat autour de l'exécution provisoire lors de son déplacement. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons. Au quotidien, prenez les transports en commun. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. C'est bien aussi le silence dans cette émission. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, vous voyez bien ce que je veux dire, Françoise Degois. Vous voyez bien ce que je veux dire, aussi Bruno Pomin. Elle prend autant de paroles, Madame de Ménibus, donc je commence à en avoir marre. Mais on se croirait à l'école. Madame, elle a copié sur moi. Voilà, c'est beaucoup le temps de parole. On ne balance mais on sent que c'est une pro de la com. On ne balance pas. Philippe David, ça va? Ça va très bien. Ah, vous aimez bien mettre le dawa, vous. J'ai transformé Françoise Degois en non, je dirais pas ça. Non, en furia, en. Parce que vous racontez n'importe quoi. Non, c'est parce que vous comprenez pas. C'est en fait, il a le sens de l'accueil, Philippe David. Il fait des arguments. C'est-à-dire que vous venez chez Philippe David, il vous traite de pitbull, vous avez envie de revenir demain. C'est pas moi qui dis c'est Bruno Pomin. Parce que je suis habitué aux chiens, etc. Les mecs qui s'enfoncent, ils rament, vous attaquez la falaise, les garçons. Mon Dieu, heureusement que vous avez un temps de parole, parce que sinon ce serait dramatique. On en est où là? Parce que tout ça, on ne sait plus où on en est. Alors les chiens, c'est fait. Non, mais je plaisante. En fait, j'ai un conducteur sous mes yeux. Je me fais engueuler par moi. On sait jamais. Notre réalisateur qui me dit on en est là. Bah oui, on en est là. Bah oui, on en est là. Pendant voilà. Et on va y aller tout de suite. Bonsoir Paul Bismuth. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Bonjour, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il est donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison. Mais vous fumez, monsieur. L'ancien chef de l'État a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris. Quelle indignité. L'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, ont également écopé de la même peine. Je comprends qu'il soit tourneboussolé. Je vais t'en donner une adresse. Et puis une bonne, qui a des orfèvres. Allez, emballez-le.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Emmanuel Macron, donc on revient sur cette information qui a évoqué dans son déplacement en Slovénie que le débat autour de l'exécution provisoire pourrait être remis sur la table. Philippe David, peut-être une réflexion. On vous pose cette question déjà. Macron estime légitime le débat sur l'exécution provisoire. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Eh bien, vous êtes quasi aux 2/3 d'accord puisque vous êtes 64% à dire oui. Venez réagir. Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Est-ce que ça peut se débattre, Philippe David? Mais bien sûr qu'on peut en débattre. Moi, j'ai toujours considéré une chose, c'est que c'était pas bon de faire des lois à la va-vite. Quand il y a eu l'affaire Cahuzac, tout le monde a voulu laver plus blanc que blanc. Mais vous savez, comme disait Coluche, plus blanc que blanc, c'est transparent ou c'est gris clair. Et on est arrivé, on voulait des têtes au bout des pics, parce que les politiques étaient tous des voyous, parce que les politiques avaient tous piqué dans la caisse, alors que... Déjà à cette époque. Alors déjà à cette époque, et ça fait quand même un certain temps, puisque Cahuzac, c'était il y a plus de 10 ans, on est bien d'accord, c'est en 2012 de mémoire, c'est en 2012, donc ça fait 13 ans exactement, et on a voulu laver plus blanc, donc on a fait une loi très vite, et puis on s'est dit, faut quand même qu'on puisse les mettre en prison, ou les rendre inéligibles, avant même qu'il y ait une procédure d'appel. Mais je trouve ça fou, parce que vous allez interdire à quelqu'un d'être candidat, pire, vous allez en le rendant inéligible, mais pire, en le rendant inéligible et en le mettant en prison. Et puis en appel, il ou elle est blanchi, et il n'a pas pu être candidat. Est-ce qu'on peut dire que l'élection a été honnête? Non. Bah non. Voilà. Donc c'est pour ça que le lavage plus blanc que blanc, très bien, mais ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui les politiques crient au scandale, mais qui a voté ces lois? Parce que cette loi, elle a été votée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Alors, tous les politiques ne crient pas au scandale. Moi, j'entends ce que vous dites. Je pense qu'on a le droit de débattre de tout. Et c'est bien le principe de la démocratie. Et je pense qu'ils ont eu raison, les députés, à l'époque. Cahuzac, c'est un choc. Mais c'est un choc qui n'arrive pas, c'est mon camp politique. Je peux vous dire dans quel état de sidération on s'est retrouvé face à ce ministre qui, dans les yeux de la représentation nationale, a menti. Vous comprenez? C'est pas mentir sur un plateau de télé. De transparence. Mais bien sûr, c'est pas mentir sur un plateau télé. Vous avez la représentation nationale. Vous avez 577 députés qui sont l'émanation du peuple français et droit dans les yeux, le type vous ment. Donc ça, je vous assure que c'est une blessure. On n'oubliera jamais. Je pense qu'ils ont eu raison parce que Cahuzac arrive après des années et des années. C'est pas comme si on n'avait pas eu d'affaires. À gauche, on a eu notre affaire Urbain, je vous signale. On a eu l'affaire de l'AMNEF. La droite a eu ses affaires. La mairie de Paris, Alain Juppé, etc. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, on ne peut pas demander à des mômes de respecter les stops, de respecter la police, la justice, etc. Si à un moment donné, celui qui porte et qui fait la loi n'est pas exemplaire, et s'il n'est pas exemplaire, s'il n'est pas puni de façon exemplaire. Moi, je ne suis pas du tout heurté par le fait de l'exécution provisoire. Vous ne pouvez pas être celui qui dirige, a fortiori, qui fait la loi quand vous êtes député. C'est vous qui faites la loi, qui êtes l'émanation du peuple. Sur le fond, je suis d'accord, mais je prenais un exemple. Si la personne est blanchie, si la personne est blanchie en appel, l'élection est faussée. L'élection, d'abord, il ne s'agit pas de tous les gens qui sont élus. Là, vous parlez par exemple de Marine Le Pen, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, ça arrive une fois. La réalité, il y a la règle et l'exception à la règle. Mais on ne peut pas faire d'exception à la règle sur le cas de Nicolas Sarkozy. Je rappelle que il y a quand même la présomption d'innocence. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a déjà été condamné de façon définitive à de la prison. Il a été condamné en cassation. Il a été 7 fois condamné. Appel pour première instance, appel, cassation. Écoutez, il y a des dizaines de magistrats qui ont regardé et lu et étudié les dossiers de Nicolas Sarkozy. Je veux bien que tous les magistrats soient des bolcheviks. Garde non, mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet du jour est se dit, association de malfaiteurs. C'est pour ça que on va pas revenir sur Nicolas Sarkozy. L'avenir dit, est-ce qu'on peut redébattre, en tout cas, sur ce sujet-là? Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de différent? Oui, moi je pense qu'il faut travailler là-dessus, mais avant tout, on parle de la présomption d'innocence, dans tous les faits, quels qu'ils soient. On l'a vu d'ailleurs, permettez-moi de faire une parenthèse, parce que je l'ai fait ce matin chez vos collègues sur une autre chaîne, en disant, ce même Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui est maintenant en prison, à tort ou à raison, mais il y est, il a bafoué lui-même la présomption d'innocence, par exemple, de mon copain Jérôme Kerviel. Quand il était à Davos en 2011, il a dit en gros, c'est lui le responsable, il faut qu'il aille au trou. Bien sûr. Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il mérite ce qu'il a actuellement. En même temps, je crois qu'il faut faire du discernement par rapport aux faits. C'est-à-dire que là, on parle d'affaires financières.
Bon, Cahuzac, c'était bien pire, parce que lui, il a menti devant la représentation nationale. Mais là, on n'a pas affaire à un violeur, un tueur de la part de Nicolas Sarkozy. On a affaire quand même à un ancien chef d'État, certes, mais on parle de pognon, entre guillemets, de financement de campagne. Donc, il faut mesurer un petit peu les choses, je pense. Et là, effectivement, il y a peut-être un rééquilibre à trouver sur ce sujet-là. Mais comment, de quelle manière, Françoise? Moi, je pense qu'il ne faut rien rééquilibrer. Je pense que l'exécution provisoire est utilisée dans bien des cas. Alors, des cas, souvent, il a raison, Bruno, ou de narcotrafic, ou de viol, etc. Oui, mais on peut considérer aussi qu'il y a trouble à l'ordre public. On peut considérer, je veux bien que Nicolas Sarkozy soit d'un seul coup un enfant de cœur, et il ne va pas s'enfuir. On peut considérer qu'il peut tout à fait s'enfuir. L'exécution... Mais non, mais t'es un peu dur, mais non, mais écoutez, je me mets dans la tête. Non, je ne sais pas. Arrêtez avec cette phrase, je le sais bien que non. Nous sommes dans un moment où on peut plus dire ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a 2 ans, autour de cette table, on aurait imaginé commenter Nicolas Sarkozy qui arrive en prison? On est dans un moment où tout peut arriver, rien de ce que nous connaissions avant, si vous voulez, n'est sûr. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il va tuer personne, écoutez, et c'est pas un danger pour la société, et c'est à la limite un danger pour lui, parce que effectivement le cas est un peu particulier. Là. Nous allons en parler avec un spécialiste. Hector Lajoigny est avec nous, avocat pénaliste. Maître, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Je reviens sur la déclaration d'Emmanuel Macron qui a évoqué le débat autour d'ouvrir peut-être le débat autour de l'exécution provisoire. C'est ce qu'il a dit en tout cas à l'occasion de son déplacement en Slovénie. Bon, alors forcément il y a du pour et du contre. Est-ce que vous pensez que on peut rouvrir ce débat? Est-ce que ça a un intérêt? Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve que d'un point de vue de juriste, c'est éminemment choquant que l'exécution provisoire a été prononcée concernant Nicolas Sarkozy. Habituellement, l'exécution provisoire, elle est prononcée s'il y a de la gravité inouïe. C'est ce qu'a motivé le jugement Sarkozy, c'est que les juges ont dit c'est tellement grave qu'on prononce l'exécution provisoire. Les 2 autres motifs les plus souvent utilisés, c'est le risque de fuite et le risque de renouvellement. Ouais, c'est ce qu'on disait, oui. Mais quand on regarde le cas de Nicolas Sarkozy, mais les bras m'en tombent. C'est-à-dire que la gravité des faits, si on estime les faits constitués, ils ont eu lieu il y a 20 ans. C'est le premier élément. Deuxièmement, le risque de fuite, il n'existe pas puisque Nicolas Sarkozy s'est présenté à tous les jours de son jugement et a respecté parfaitement son contrôle judiciaire. Enfin, le risque de renouvellement n'existe pas non plus puisque Nicolas Sarkozy n'est plus aux affaires, il est plus élu nulle part. Donc moi je conteste complètement la motivation du jugement du tribunal correctionnel de Paris et je trouve que dans une démocratie, encore heureux que l'on puisse critiquer des décisions de justice, sinon on n'est plus dans l'état de droit. Quant à la phrase de Macron cet après-midi, je la fais mienne, évidemment qu'il faut pouvoir discuter de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire se justifie, à mon sens, quand on parle de gens dangereux. Si vous avez quelqu'un qui a commis un crime de sang le matin même, eh bien, il est normal qu'il attende son appel en prison. Oui. Pardonnez mon... Sarkozy, qui n'a pas de sang sur les mains, ça ne se justifie pas, à mon sens. Pardonnez mon ignorance, mais l'exécution provisoire, d'abord, est-ce qu'on peut l'encadrer ou est-ce que on l'utilise ou on ne l'utilise pas? Le texte dit qu'il faut une décision spécialement motivée. Donc, un juge qui justifie de la gravité, d'une immense gravité, peut prononcer l'exécution provisoire. Donc, oui, mais est-ce que dans l'avenir on peut l'encadrer? Est-ce qu'on peut l'encadrer dans des faits exceptionnels? Oui. On pourrait tout à fait faire une loi demain. Et je pense que les parlementaires vont s'en saisir, puisque là, je pense que, honnêtement, c'est une décision, l'affaire Sarkozy qui est en train de marquer l'opinion et les parlementaires, que demain, le législateur pourrait très bien imaginer une exécution provisoire possible, uniquement, par exemple, pour les crimes de sang ou pour les trafics de stupéfiants ou pour les affaires sexuelles. Mais maître, est-ce que vous ne croyez pas qu'après avoir fait cette loi il y a plus de 10 ans, le politique ne la fera pas? Alors, je passe outre les problèmes de majorité introuvable à l'Assemblée nationale, parce que les gens diraient, voyez, c'est à nouveau les politiques qui se protègent entre eux pour ne pas avoir d'ennui avec la justice. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une loi comme ça ne verra pas le jour, parce qu'elle serait suicidaire politiquement? C'est très simple. Moi, je trouve que votre observation, elle est très intéressante. Merci. Il est brillant. Je la défends de la manière suivante. Si demain, il y a une loi qui va encadrer l'exécution provisoire,
en disant l'exécution provisoire ne peut que être prononcée à partir de maintenant pour les crimes de sang, les crimes sexuels ou les trafiquants de stupes, eh bien, vous avez tout Saint-Germain-des-Prés, toute la gauche qui va dire c'est une justice de classe, c'est une justice faite pour Sarkozy, pour les grands bourgeois de droite, etc. Donc ça, l'opinion et la gauche fera son cinéma habituel. Excusez-moi, je peux vous demander pourquoi vous parlez de la gauche, de Saint-Germain-des-Prés, pourquoi vous êtes dans ce genre de caricature? C'est délirant en fait. Pourquoi vous avez ces réflexes? Non, je vais vraiment laisser-moi finir parce que je vous entends parler. Alors, maître, attendez. Je vous entends parler, je vous entends, vous avez votre argument qui est parfaitement rodé. Quelles sont toujours ces caricatures et ces mots valises, Saint-Germain-des-Prés, enfin, vous pensez que la gauche est complètement débile et vous pensez vraiment qu'elle est juste bonne à manger des petits fours à Saint-Germain-des-Prés? Soyez sérieux. Moi, j'entends vos arguments. J'entends vos arguments. Je trouve qu'au contraire, la classe politique, elle a été assez courageuse de se mettre, si vous voulez, véritablement cette exécution provisoire elle-même sur le dos. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous pouvez leur rendre le point là-dessus? Mais je les partage pas dans la mesure où quand vous regardez la une de Libération aujourd'hui, quand vous regardez la presse de gauche, quant à l'enfermement d'un homme, ben moi je trouve que c'est pas être vraiment. Si je vous montrer la presse de droite à l'enfermement et au désespoir de la gauche, franchement, je pas. On peut pas se faire des concours de. Non mais vous parlez en même temps, ça sert à rien. J'ai le droit en tant qu'avocat de ne pas partager ce que une partie de la presse de gauche indique en se réjouissant de l'emprisonnement d'un homme, c'est tout. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Hector Lajoigny. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On dit au revoir à Bruno Pomar et vous serez pas là demain. Bon, vous savez, je suis capable de venir. Dès qu'il y a Françoise de Gauche, je veux revenir. Je serai pas là. En revanche, il y a quelqu'un qui est bien là, et bien en ligne au 0826 300 300, qui a fait un petit texto et qui est là. Salut Sylvain, bonjour. Bonjour. Et bonsoir Cécile, bonsoir David. Comment ça va, mon cher Sylvain? Ben, ça va très bien, surtout aligné avec vous. J'aime entendre ça. On vous a pas payé pour dire ça de nous, quand même. Si, on ne m'a payé, mais ça, je pas de te le dire. Dites-le, vas-y. Vous vouliez dire quoi à la base? Je déteste Philippe David, j'adore Cécile de Bénibus. Si vous voulez, je vous envoie mon rime. Sylvain, vous faites quoi dans la vie? Je suis courtier en assurance. Faut que je vous parle. Il coûte cher les assurances. Faut qu'on vous parle. Sylvain, écoutez bien, en tout cas, vous avez remporté ce joli cadeau puisque votre livre audio de la marque Prose va bientôt arriver chez vous. C'est le lecteur de livres audio simples, sans appli, sans écran, avec 20 000 livres disponibles. Si ça avait fêté Philippe David, il n'y aurait eu que des Martines sur le... Mais on va les appeler. Et puis des choses en dessous de la ceinture pour Monsieur Pomar. Mais pour vous, en tout cas, on est très heureux de vous offrir ce joli cadeau. Et puis, vous nous écoutez souvent, Sylvain? Alors non, ponctuellement, parce qu'à cette heure-ci, je suis avec ma petite et je ne mets pas la radio, la télé pour l'instant. Elle a quel âge? Je vous avoue que c'est ponctuel, elle a 3 ans. Il faut l'initier. C'est notre âge mental, ça va. Il faut l'initier. Oui. En tout cas, merci de nous écouter, merci de votre fidélité et on est très heureux de vous avoir offert ce joli cadeau. Merci Françoise. Il y a des livres pour enfants. Oui, exactement, il y a des livres. C'est ce que j'allais dire. Quand j'ai entendu sans écran et sans application, j'ai quand même passé à elle. Voilà, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment, Sylvain? Evie, c'est trop mignon. On l'embrasse très fort. Merci en tout cas, merci Sylvain, merci Françoise de Goua, merci Monsieur Pomar dont c'est l'anniversaire, c'était hier, mais bon anniversaire encore. Allez, vous restez avec nous dans un instant avec Philippe David, on va vous parler de la filière automobile, en tout cas des métiers de demain et de World Skills. Vous l'avez peut-être vu ce week-end à Marseille, on va avoir 2 médailles d'or dans des métiers absolument assez dingues et on est très heureux de les avoir et c'est dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. Et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez partager ou participer au débat avec Magali Berda. Ce soir, Sandrine Rousseau sera l'invitée de Magali Berda dans On vit pas dans la même France, députée écologiste Paris, avec Gabriel Ayuso qui est influenceur. La thématique de ce soir, Nicolas Sarkozy en prison. La France a-t-elle touché le fond? Ce sera à partir de 20h. 0826 300 300. En attendant, on vous parle automobile. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons